Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire animé et organisé aujourd'hui par la SLF des Hauts-de-France et l'AT2E des Hauts-de-France. Nous sommes aujourd'hui en direct de l'école Unilassal de Amiens avec les élèves ingénieurs en GEBB ici à Unilassal d'Amiens. Donc on va démarrer tout de suite le webinaire qui est orienté sur le décret PACS. On s'est réservé 1 heure, 14 à 15 heures, pour donner le meilleur de ce décret. On a bien travaillé dessus. Et donc, l'objectif, c'est de vous montrer les opportunités qui peuvent vous faire baisser la facture énergétique. Voilà. Pour commencer, d'abord, l'AICBF. l'AICBF, c'est une association des ingénieurs et techniques en climatique, ventilation et froid. En France, c'est 1800 adhérents. 17 groupes régionaux qui vont regrouper donc, des ingénieurs, des techniciens, bureaux d'études, industriels, installateurs, exploitants, chercheurs, enseignants qui participent au rayonnement du génie climatique. Donc avec les acteurs des actions concrètes, en fait, des outils spécifiques qui sont développés pour vous aider à travailler et comprendre notamment tout ce qui est réglementaire et bonnes pratiques dans le métier. Donc, l'AICBF constitue des guides techniques de référence. Lorsque vous êtes membre, vous pouvez donc en bénéficier. La mallette pédagogique RE2020 qui a été créée justement pour simplifier la compréhension et l'intégration dans les CCTP de la RE2020. La revue CBC qui représente donc 5 revues par an, plus un hors-série, qui parle justement des textes spécifiques et des articles spécifiques dans le métier du CVC, avec une newsletter aussi, des recommandations professionnelles et surtout, on organise un peu plus de 70 réunions au niveau national, réunions dans lesquelles on a une bonne convivialité, on échange les bonnes pratiques dans le métier. Donc, on organise également tous les ans des concours, donc avec les jeunes, donc Bac+2, Bac+3, des concours aussi pour la partie ingénieur, voilà, qui vous permet donc de concourir et de se challenger au niveau national, voire international. Voilà. Donc, depuis plus d'un siècle, c'est une association qui date de 1910. La SCBF contribue au développement scientifique, technique et technologique des métiers de la climatique, à la promotion des techniques performantes et respectueuses de l'environnement, à la maîtrise de l'énergie, des ambiances et des climats intérieurs. Donc, je passe rapidement. Donc, ici, un exemple du prix Roger Cadiergue, les lauréats en 2024, un concours d'école d'ingénieurs qui a été sponsorisé par Eurogrand au niveau national et qui a permis donc de décerner 3 prix au niveau national, dont un prix qui ira concourir au niveau de l'Europe, au REVA, au niveau international. Voilà, je passe la main tout de suite à Rémi Lefebvre, qui représente ici l'AT2E des Hauts-de-France. Merci Rémi, je te passe le micro. Merci Pascal. Donc rapidement, Rémi Lefebvre, délégué pour les Hauts-de-France de l'association Technique Énergie Environnement, donc qui va avoir pour mission de développer 2 grands axes, l'un axe efficacité énergétique et l'autre l'axe énergie renouvelable. Ce qui va concerner aujourd'hui, c'est plutôt l'axe efficacité énergétique, avec un département de maîtrise de l'énergie plutôt orienté vers l'industrie. Le club C2E, c'est certainement à travers les C2E, certificat d'énergie, que vous connaissez le mieux cette association, puisque c'est cette association au niveau du siège en région parisienne, et bien établit ces fameuses fiches et qui est spécialisée à la fois donc, dans les opérations générales et puis dans les opérations spécifiques. Là, c'est plus compliqué. Si vous vous intéressez, effectivement, il faut se mettre sur suivre les webinaires ou les journées de formation dédiées à cette opération. Un club cogénération, qui effectivement, tout à l'heure n'est plus tout à fait actualisé, et donc des programmes à destination du bâtiment, programmes sur le financement du bâtiment, donc Oscar et FIBA, donc plutôt technique, Oscar plutôt financier, pardon. Et concernant l'industrie, c'est une opération qui s'appelle Pacte Industrie, qui est en partenariat avec l'ADEME, qui est pour prendre en compte et aider les entreprises à intégrer la décarbonation dans leur stratégie, les aider dans le financement, enfin dans les aspects techniques. Concernant en termes de revue, qui s'appelle Énergie Plus, c'est très général.
Il y a beaucoup de sujets liés aux économies d'énergie, à l'efficacité d'énergie. Je ne vais pas être plus long, je pense qu'au niveau régional, alors là, non, si on est passé à. Voilà, c'est pas grave, voilà, au niveau régional, donc, le rôle, c'est de décliner tout ce qui est les grandes politiques de la T2E nationale, partie au niveau de chaque région avec ses spécificités, donc avec des cibles qui sont les entreprises du bâtiment, les entreprises industrielles, les collectivités, et aussi de nouer, bien entendu, des partenariats avec des structures évidemment respectables. Voilà, je ne continue pas plus parce que je pense que ce qui nous intéresse, c'est le sujet du jour. Merci Rémi. On peut l'applaudir. Voilà, donc je passe tout de suite à l'action avec la présentation des intervenants. Donc nous avons donc Geoffrey Brennan qui est prescripteur responsable de prescription au niveau national chez l'APA. Nous avons Jonathan Lannet qui est cofondateur de la société Sovereign, aujourd'hui qui va vous parler des certificats d'économie d'énergie principalement. Frédéric Mathis, qui est ingénieur en efficacité énergétique au sein de GRDF, et Sébastien Polis, ingénieur commercial chez Siemens. Voilà, je vous laisse la parole. Je passe la parole à Frédéric Mathis. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer la réglementation par parler du décret tertiaire en plus du décret basse. Pourquoi? Parce que le décret tertiaire, c'est une obligation de résultat. Donc, vous allez devoir faire des économies d'énergie. On va regarder les résultats juste après. Là où le décret basse, qui est un moyen justement pour atteindre ces résultats, vous donne du coup une obligation de moyen de mettre en place un système. Et enfin, on va parler aussi du plan de relance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'État donne des C2E, des certificats d'économie d'énergie qui permettent d'accompagner la mise en place des systèmes. Donc, si on parle d'abord de décret tertiaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a deux objectifs qu'on doit respecter. Soit l'objectif en relatif, c'est-à-dire que vous allez avoir une valeur de référence de votre consommation entre 2009 et 2019, et vous devrez faire des économies d'énergie à hauteur de 40, 50 000, 60% par rapport à 2030, 2040 et 2050. Sinon, vous allez avoir une valeur absolue. Pourquoi la valeur absolue? Eh bien, en fait, tous les bâtiments neufs sont aussi assujettis au décret tertiaire à partir du moment où ils font au moins 1000 m² de surface. Sauf qu'on ne va pas demander à un bâtiment pour rester neuf de faire monter l'ordre de 50 ou moins 60. De ce fait, l'État a sorti des fiches spécifiques en fonction de l'usage que vous en avez et vous devrez atteindre cet objectif. Concernant le décret BAX, le décret gestion technique du bâtiment, on va parler vraiment de mettre en place des systèmes entre la puissance que vous allez avoir, la puissance thermique de vos installations de chauffage ou de climatisation. Dans la première version du décret BAX, on parlait d'une puissance de 290 kW. Puis, on a eu une mise à jour de cette version en 2023, où on a rabaissé le seuil de puissance à 70 kW. Ce qui va être important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes assujetti au décret BAX en fonction de votre puissance et vous pouvez en ressortir si vous prouvez que le temps de retour sur investissement du système est supérieur à 10 ans. On parlera juste après. Ce qui va être hyper important, ce sont les fonctions que vous allez mettre en place. Suivre, enregistrer, analyser en continu de données, suivre l'efficacité énergétique de votre bâtiment, stocker les données pendant 5 ans, un système interopérable et gestion avec quoi en parler par rapport à ça, et permettre un arrêt manuel et une gestion autonome. Si on regarde par rapport au calendrier, la première version est sortie en juillet 2020. Un an après, les bâtiments neufs qui sont sortis après cette arrêté sont assujettis au décret BAX sur la première version, 290 kW. Puis en avril 2023, une nouvelle version est sortie avec les 70 kW, ainsi que le temps sur investissement qui a été recalculé. Dans l'ancienne version, en fait, on était à 6 ans, on a basculé à 10 ans. En avril 2024, les nouveaux bâtiments sont assujettis à partir de 70 kW. Et à l'instant T, en fait, on a dépassé la première échéance qui était le 1er janvier 2025, où l'ensemble des bâtiments ayant une puissance de 290 kW doivent mettre en place un système de gestion technique du bâtiment. Pour information, du coup, la prochaine échéance est le 1er janvier 2027 pour l'ensemble des autres bâtiments. Donc, du coup, on va d'abord se donner des définitions pour être sûr et certain qu'on parle le même langage. Aujourd'hui, on va parler de GTC, GTB, on a tendance à comprendre un peu les deux termes. On va parler de GTC pour gestion technique centralisée à partir du moment où on fait un peu le même principe que la GTB, mais sur un domaine, la climatisation, la ventilation ou bien le chauffage. Vous allez rajouter d'autres services, vous allez partir sur la gestion technique du bâtiment. Sur le marché, si vous continuez et que vous travaillez par exemple avec une application, vous pouvez être capable de réserver une salle de réunion ou bien d'avoir un réseau social. On va vous parler directement de smart building. On va aller plus loin. Cette fois-ci, imaginons que vous avez une application qui vous permet de réserver
Place de parking, on va commencer à parler de Smart City, ou bien si vous avez la possibilité de faire de l'effacement énergétique avec vos installations. Enfin, les dernières briques que vous trouvez sur le côté sont les briques qui vont communiquer avec ces différentes. L'API pour Application Programming Interface, c'est le mode de langage entre les deux systèmes informatiques. Le BOSS, pour le Music Operating System, c'est un peu le concentrateur, le traducteur de toutes les informations que l'on va remonter du terrain pour la donner derrière à une supervision et une hypervision. Et enfin, le type en exploitation maintenance, c'est utiliser en fait une interface, mais directement avec une maquette 3D de votre machine. Donc, du coup, si on regarde qu'est-ce que c'est qu'on a dans l'ensemble de l'architecture du BAX, vous avez toute une partie qu'on appelle l'hardware. En fait, ce sont tout l'ensemble de la chaîne. Le capteur, l'actionneur, vous avez ici en plus un actionneur qui est composé en plus d'un compteur énergétique, un automate, qu'on appelle physique hardware, et vous avez après toute la partie software, la supervision, ce qui va traiter la donnée, soit via des synoptiques, soit via des alertes. On va aussi vous parler de solutions de télérelève. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Pourquoi? Parce que chez les exploitants, on aime bien aussi parler de l'installation de sa propre installation de télérelève et de supervision en local pour accompagner plus rapidement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'obligation se pose sur les propriétaires des installations. C'est toute la partie que vous avez sur la partie de gauche, du coup, entre la gestion, écran tactile, la gateway, etc., qui va être l'obligation du BAX. Et toute la partie de droite sort de cette obligation. C'est ce qui va être rajouté en supplément par rapport à ça. On vous a mis quelques textes ici, je ne vais pas forcément les détailler, c'est juste pour vous expliquer qu'aujourd'hui, en fait, quand vous êtes propriétaire de votre installation, vous avez du coup accès à des données qui sont les vôtres. D'accord? Quand on vous dit qu'on ne peut pas vous ouvrir la donnée, en fait, vous pouvez juste ce texte-là pour récupérer l'information. Aujourd'hui, on va parler de puissance utile. Donc, on va regarder quelques cas. Ici, vous allez avoir deux systèmes différents, un système de froid et un système de chaud. À partir du moment où la chaufferie fait plus de 70 kW, vous êtes ici assujetti, même si sur le froid, vous n'êtes pas. On va parler de temps de retour sur investissement. C'est qu'on est assujetti. Aujourd'hui, le temps de retour sur investissement du système, c'est assez compliqué de le calculer parce que les moteurs de calcul, qu'ils soient SED ou SLD, ne prennent pas en compte l'ensemble du fonctionnement des régulateurs. Aujourd'hui, en fait, l'État a sorti en avril 2023 un arrêté qui permet de dire si vous mettez en place un système de gestion technique du bâtiment, vous allez faire 15% d'économie. Et de ce fait-là, vous allez regarder par rapport à deux devis intégrateurs le retour d'investissement que vous allez en faire. Le suivi énergétique, qui lui va se faire zone par zone, a fait un débat sur le marché pendant longtemps. Et en fait, l'État a sorti une foire aux questions en juin 2023 pour éclaircir le système. On vous a mis quelques informations ici sur la diapo. En gros, si vous avez un site type école et que vous allez avoir plusieurs fonctions, vous pouvez séparer ces fonctions par rapport au comptage. Restauration, machinage, pédagogie. Attention, il est bien écrit dans la FAQ que ça va être aussi en fonction du départ que vous avez dans l'entreprise. Ça va être compliqué de séparer après le pilotage si vous n'avez qu'un seul départ. Vous avez ici un exemple d'équipement que vous êtes capable de connecter. Vous avez au-dessus des équipements de télé, le concentrateur qui va récupérer la donnée et l'automate qui va pouvoir le faire. Donc, du coup, quand on va partir sur la partie efficacité énergétique, en fait, vous allez avoir deux parties. Vous avez une partie sur les fiches techniques et du coup des machines où on va regarder la performance de la machine. Sauf qu'aujourd'hui, pour avoir le meilleur rendement sur une chaudière ou le meilleur coefficient de performance sur une pompe à chaleur et être en surconsommation. C'est pour ça qu'on vous a mis à côté des étiquettes énergétiques et l'objectif, c'est de dire si vous êtes assujetti au décret tertiaire, mettez votre valeur de référence et regardez si vous respectez cette consommation-là. Suivre les données et les enregistrer, pas de sujet, les systèmes de GTB savent très bien le faire. Avoir une gestion autonome, c'est simple, c'est de se dire que si demain vous perdez la supervision, vous avez toujours la possibilité de fonctionner en local. Et du coup, on va aller regarder pour voir si du coup on peut être assujetti aux deux. Alors aujourd'hui, on a là un bâtiment qui est neuf, donc avec une superficie de 990 mètres carrés, mais les puissances disent que du coup vous êtes assujetti au décret max. Par contre, vous n'êtes pas assujetti au décret tertiaire. On va regarder cette fois-ci un projet en Renault. Et cette fois-ci, vous êtes bien assujetti au décret tertiaire parce que vous êtes supérieur aux 2000 m² et donc aux 1000 m² de surface. Par contre, vous n'êtes pas assujetti au décret max parce que la mise en place du système est supérieure à 10 ans. On va aller regarder quelques outils qui existent sur le marché pour vous aider à aller un peu plus loin par rapport à ces systèmes que vous allez mettre en place. Déjà, on va regarder la partie efficacité énergétique. On va atteindre les 15%, sauf qu'aujourd'hui, dans le micro. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité de faire mieux que les 15%, en fait, via une norme qui s'appelle la norme 5220. C'est en fait l'association EUBA qui s'est rassemblée et qui, du coup, s'est mise ensemble au niveau de l'Union européenne pour dire il y a aujourd'hui 200 lignes de régulation qui existent, quels sont les facteurs d'efficacité énergétique qui ont par rapport à ça.
Ils ont regardé la production, la distribution, l'émission, et ils ont regardé chauffage, ventilation, climatisation, éclairage et ça. À partir de là, c'est simple, ils ont regardé ligne par ligne. Et sur les lignes par ligne, ils ont placé l'efficacité énergétique de votre régule de A, B, C ou D. À savoir que la classe d'efficacité énergétique qui est visée à minimum sur le décret BAS est au moins classée. Maintenant, la FAQ de l'État a sorti toutes les fonctions qui sont attendues par rapport à ça. Bien sûr, en fonction de l'usage que vous en avez, vous allez avoir des classes d'efficacité énergétique qui sont différentes et je laisserai du coup mes collègues le présenter. Prenons juste deux exemples. La première, vous allez réguler l'émission pour vos radiateurs. Eh bien, c'est simple. Si vous avez à minima des têtes thermostatiques, c'est la C et vous respectez du coup le décret BAS. Donc, vous avez la possibilité de viser une meilleure classe d'efficacité énergétique et du coup plus d'économie en disant A ou B avec plus d'intelligence. On va regarder cette fois-ci la régulation de pompe. Et en fait, on va se rendre compte que déjà sur le marché, vous atteignez déjà la classe C à condition que vous êtes capable de piloter en on-off directement et automatiquement via la GTB vos pompes de circulation. Merci, c'est tout pour moi pour la partie réglementation. Je vais passer la main sur la partie certificat d'économie d'énergie. Eh ben, merci. Tout à l'heure, on a parlé d'obligation de résultats, obligation de moyens. Quelque part, c'est le bâton. Et donc, il existe aussi, je peux faire cette métaphore, la carotte, qui est le financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État impose un grand nombre d'obligations d'entreprise, notamment en matière d'économie d'énergie. Donc là, avec les TREBAX notamment. Il existe justement des moyens pour aider les entreprises à financer cette action, notamment dans le contexte économique qu'on connaît, où les entreprises ont de plus en plus de difficultés à investir, et donc il faut les aider à s'engager justement durablement dans cette transition énergétique. Et donc, un dispositif le plus connu et utilisé lorsqu'on parle d'action d'économie d'énergie, c'est les certificats d'économie d'énergie. Donc, je vais faire très rapide là-dessus, mais c'est une obligation. Donc là, ce sont les fournisseurs d'énergie qui ont l'obligation de faire des économies d'énergie à leurs clients, et donc qui leur permet derrière de récupérer des certificats d'économie d'énergie et de financer cette action. Le point important, c'est lorsque vous avez un projet d'efficacité énergétique, et lorsque vous voulez mobiliser ces financements, tout se joue en amont du projet. C'est-à-dire que c'est bon, bien passé là, c'est par ici. Ok, parfait. C'est qu'avant d'engager vos opérations, c'est au moment des études et justement du chiffrage de ces opérations qu'il faut se poser ces questions de quels sont les financements mobilisables, justement pour vous identifier les CAPEX qui vont devoir être nécessaires à l'opération et pour justement figer les différentes sources de financement et notamment les certificats d'économie d'énergie. Le dispositif est très réglementé et pour pouvoir bénéficier de ces prix, il faut se faire accompagner par des entreprises qui sont habilitées à délivrer ces prix. Donc, on parle soit de fournisseurs d'énergie, Engie, Total, EDF. Et après, il y a d'autres entreprises qui ont aussi des habilitations pour le faire et qui sont vues déléguer justement cette possibilité-là. Et donc, une fois que vous chiffrez votre prime, vous engagez vos travaux, vous réceptionnez vos travaux, et derrière, le dispositif DC2E met en place aussi des mécanismes de contrôle pour s'assurer, que les informations qui ont été déclarées pour bénéficier de ces financements sont bien correctes, et que l'installation respecte bien les règles de l'art. Et donc, le dispositif DC2E accompagne justement le financement d'actions sur l'ensemble des secteurs. Donc, quand on parle de secteur, on va parler de l'habitat, de l'industrie et du tertiaire. Et donc là, on va faire un focus sur les opérations finançables, applicables au tertiaire et notamment dans le cadre du décret BAS. Donc, on va y aller un peu crescendo, on va dire dans la typologie d'action des moins techniques aux plus techniques pour arriver à ce qui nous intéresse à la GTB. Donc, le premier point, c'est quand on parle de régulation. Donc, le CC2E accompagne dans le financement lié à la mise en place d'un système de régulation par programmation d'intermittence. Donc là, je pense que on va pas s'attarder trop dessus. C'est assez simple, c'est qu'en fonction de votre présence ou pas dans le bâtiment, vous réglez la programmation de présence donc pour que le chauffage soit allumé lorsque vous êtes présent et éteint lorsque vous n'êtes pas présent, et ce qui permet justement, on voit bien avec le graphique, de générer des économies d'énergie. Pour aller un peu plus loin, donc là on parlait de programmation horaire, la régulation peut être aussi dépendante de capteurs de température,
Donc, à la fois, premier point sur la température extérieure, donc, notamment en période hivernale, il y a des périodes où la température est, on va dire, plus douce, notamment là, en ce moment, les températures sont assez agréables. Donc, du coup, ce qui permet justement de mettre un mécanisme de régulation qui permet de déclencher ou pas le chauffage en fonction justement de la température extérieure et de bénéficier quelque part de l'inertie du bâtiment où, lorsqu'il fait bon, vous n'avez pas besoin de déclencher votre système de chauffage plus tôt. Donc, vous pouvez bénéficier justement de cette inertie pour faire des économies d'énergie. Vous pouvez faire la même chose avec la température interne, donc température consigne. Et ensuite, il existe des systèmes qui sont auto-adaptatifs. Donc, c'est là où ils vont apprendre en fonction de vos usages du quotidien pour justement se déclencher automatiquement en fonction de votre quotidien. Un autre typologie d'opération, on est un peu plus éloigné que sur le BAX, mais voilà, c'est sur les systèmes de chauffage. L'idée, c'est de s'assurer que les températures sont homogènes à l'intérieur d'un même bâtiment, notamment au sein du réseau. Et donc là, notamment, à parler de bâtiments à plusieurs étages, enfin, de bâtiments un peu plus conséquents. Et donc, il existe aussi des financements liés justement à l'équilibrage des réseaux avec différentes méthodes pour atteindre justement cette homogénéité de température. Et donc, ces opérations-là sont financées par les C2E. Donc, la règle est assez simple, c'est de garantir une température homogène entre, si on prend l'exemple, entre le premier et dernier étage, avec des réglages à la fois soit avec l'investissement de matériel, soit en venant régler quelque part le réseau hydraulique. Et enfin, l'opération qui fait l'objet de notre présence aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la GTB. Donc, on a la contrainte réglementaire de mise en place de ces GTB, et donc on a les financements en face. Dans la GTB, on va le voir après, lorsqu'on parle de 50-220, il existe différents niveaux de classe, et donc qui sont liés à différents niveaux d'efficacité énergétique. Donc, le niveau A, comme pour le DPE, c'est le niveau le plus performant. Et après, vous avez les classes B et C. Donc, aujourd'hui, les financements sont octroyés uniquement pour les classes A et B. Pourquoi A et B? Parce que la classe C correspond au niveau réglementaire exigé par le décret BAX. Du coup, les financements et les C2E sont là pour accompagner vers une efficacité énergétique qui va au-delà des contraintes réglementaires. Donc, si vous avez une réglementation, peu importe le sujet technique, qui vous impose un rendement, on parlait d'un rendement, imaginons, de 90% pour une chaudière. Si vous mettez une chaudière de 90%, vous ne pourrez pas bénéficier de prime C2E. Donc, le sujet de chaudière est plus trop d'actualité maintenant, vu que les subventions ont été retirées, mais c'est juste pour comprendre le principe. Obligation réglementaire, pas de C2E. Si on va au-delà, on peut bénéficier de financement, ce qui encourage à plus d'efficacité énergétique. Et donc, c'est le même principe pour les GTB. Plus vous mettez une GTB de classe élevée, donc plus vous avez d'économie d'énergie et plus vous êtes accompagné dans le financement. Donc, le financement va être dépendant de plusieurs facteurs, donc de l'efficacité de la GTB, de savoir de l'état initial du bâtiment, c'est-à-dire que s'il y a une GTB déjà en place et qu'on est sur quelque part un autre période de la GTB, on va avoir moins de financement parce que l'effort à fournir, et notamment l'effort en matière d'investissement, va être moindre et va dépendre de d'autres critères plus techniques, parce que le dispositif C2E repose sur ce qu'on appelle des fiches d'opération standardisées, donc l'a mentionné tout à l'heure, où on vient moyenner justement les économies d'énergie par secteur, et notamment dans le tertiaire, où on a une diversité, une hétérogénéité des typologies de bâtiments, hein, pour adresser à la fois les bureaux, l'enseignement. Donc l'enseignement, ça va être des pièces comme celle-ci, mais comme des classes de primaire, le commerce, la restauration et la santé. Et donc tout ça, ce sont des critères. Et donc pour une même action sur un bâtiment différent, on va potentiellement faire plus ou moins d'économies d'énergie. Point important, c'est que dans tout ça, c'est que là, je vous ai présenté différentes opérations d'économie, en financement, ils ne sont pas forcément cumulables. Et là, notamment, sur les différentes opérations que j'ai présentées, les financements sont, si vous mettez en place un programmateur d'intermittence plus une GTB, il va falloir choisir quel financement obtenir. Donc, en gros, je laisse la parole après sur les classes, mais vous voyez, en fonction de la classe de GTB visée, vous allez devoir
mettre en place un certain nombre d'équipements, notamment à la fois sur la production, la distribution et les émissions de chaleur. Donc, l'investissement par rapport à une GTB classe A par rapport à une GTB classe B va être plus important. Et donc, là, c'est la norme 5220 qui, justement, récapitule toutes ces exigences-là, à la fois sur le chauffage, mais aussi sur l'ensemble des autres usages que peut contenir un GTB, notamment le chaude sanitaire, l'éclairage ou la climatisation. Et du coup, pour finir, je vous ai un peu remis les niveaux de primes et de financement qui sont attribués pour les opérations. Comme vous le voyez, ça respecte une certaine logique, c'est-à-dire que à gauche, vous avez un bureau de 1000 m², à droite, de 250 m². Donc, plus la surface est importante, plus les consommations d'énergie vont être importantes et donc plus la prime va être importante. De même, plus le niveau technique, plus la régulation va être complexe, plus la prime va être aussi importante parce que les investissements nécessaires et les économies d'énergie derrière vont être importants et on va avoir des niveaux de prime importants. Donc là, on a pris l'exemple des bureaux et il en est de même pour l'enseignement. Et donc voilà, en fonction des différents secteurs, les primes varient. Autre point, c'est que la réglementation des C2E évolue constamment. Avant de présenter l'outil, on va vous présenter les différents protocoles qu'on va pouvoir retrouver dans le bâtiment. Donc, on va retrouver des protocoles de communication. L'idée, c'est de pouvoir communiquer d'un équipement vers un autre. Donc là, sur la slide qui vous est présentée, vous pouvez retrouver des centrales de traitement d'air. C'est un équipement de ventilation qui va pouvoir communiquer grâce à une régulation qui est intégrée ou pas. Donc là, on est sur un réseau, par exemple, BACnet IP. On va faire communiquer, on a parlé de comptage, donc des compteurs d'eau chaude, des compteurs d'eau froide. On voit ici aussi des compteurs électriques qui sont plutôt en mode bus, donc un protocole qui est utilisé sur un réseau filaire. Donc on a plusieurs types de supports. On va avoir des supports filaires, comme on le voit en haut à droite, et des supports aussi sans fil, comme le LoRa. Donc il existe des passerelles de communication qui permettent de reprendre l'ensemble des protocoles sur un même protocole. Donc de fédérer, d'échanger et de créer l'interopérabilité dont parlait Frédéric tout à l'heure. Donc avant d'identifier notre classe énergétique de bâtiment, il faut qu'on regroupe des informations. Donc pour ça, on va regrouper les schémas hydrauliques du bâtiment, schémas aérauliques également, les descriptifs fonctionnels, l'analyse des consommations actuelles, qui a son importance, et pourquoi pas faire une visite sur site avec le client pour comprendre comment il utilise son bâtiment. Donc voici l'outil qu'on vous présente qui a été développé qui s'appelle EPC Tool. EPC Tool, c'est un outil qui est disponible, vous pouvez taper sur internet EPC Tool et le retrouver, qui est beaucoup utilisé. Donc c'est un outil qui est gratuit, sans licence. On va pouvoir donc se connecter, ici on voit en 1, créer un compte avec votre adresse mail, c'est vraiment ouvert. En 2, vous allez pouvoir créer donc, un projet. Donc le projet que vous allez créer, vous allez forcément l'identifier, le renommer. Ici, on est sur une école, donc c'est une étude de cas qu'on va vous présenter juste après, un vrai cas concret. Donc on va dimensionner le bâtiment, on va dire sur quel type de bâtiment on est. Ici, on est sur de l'enseignement. On aura deux méthodes de calcul. On aura une méthode de calcul par rapport à la norme. Ici, ISO 521. Donc, on va choisir ce mode de calcul si on veut répondre à la classe A ou la classe B de la GTB, qui impose qu'on réponde à chaque sujet de manière identifiée. Soit on répond en mode conforme pour avoir les C2E ou répondre au décret BAX, soit on répond en pondéré. Donc, pondéré nous permettra d'identifier chaque sujet et de voir les réelles économies d'énergie que ça apporte, sans vouloir pour autant atteindre une classe énergétique A ou B. Et ensuite, on va voir les différents domaines sur lesquels on va intervenir. On va retrouver le chauffage, par exemple, le refroidissement, la ventilation, l'éclairage, les stores et la GTB. Dans le cas concret qu'on va vous présenter, on va être sur le chauffage et la ventilation. Donc ici, on va rentrer en détail sur l'état actuel de votre bâtiment. Donc l'idée, c'est de voir l'état actuel pour pouvoir le faire évoluer. Donc l'état actuel, on va prendre chaque critère. Donc, il y a plus de 200 lignes. L'outil nous permet d'identifier chaque ligne et ne pas se tromper. Donc, la première ligne, par exemple, c'est la régulation de la pièce. Donc, dans le cas concret, on va être sur une régulation avec des têtes thermostatiques
Et donc, on a choisi les têtes thermostatiques. On voit qu'on est en C. L'outil va vous permettre de mettre des petits commentaires. Donc, sur la droite, on va pouvoir choisir la case commentaire et identifier le sujet, mettre des commentaires. Ensuite, vous avez le petit i sur la gauche qui va vous permettre de vous aider à comprendre la classe énergétique de chaque sujet. Donc là, on va pouvoir voir régulation individuelle de pièces, en quoi ça consiste et ce que ça représente. Donc ça nous permet de ne pas se tromper. Après, il ne faut pas hésiter à nous questionner si vous avez des doutes, besoin de plus d'informations. Ensuite, donc là, on était sur le chauffage. Dans notre cas, on va aussi identifier la ventilation par critère. Et la GTB, donc là, on était sur une GTB qui était non présente, donc on est parti sur le cas le plus défavorable. Ensuite, on va faire évoluer notre bâtiment. Donc, on va reprendre chaque critère qui ont été identifiés et les faire évoluer. Donc, on reste sur de la régulation de pièces. Le sujet qui est hyper important, ça va être ici la régulation des pompes qui a été identifiée. La régulation, donc on est sur l'optimisation de relance. Donc, c'est hyper important, c'est le sujet 1.5. On vient créer une optimisation de relance. Donc, ça, c'est l'évolution du projet qui a été proposé qui permet de toucher des C2E. Donc là, on va identifier le sujet et voir les économies d'énergie que cela va représenter. Sur la ventilation, on vient mettre un régulateur qui n'y avait pas, donc on vient sur une régulation programmée et identifier d'autres sujets. La GTB, donc on va montrer qu'elle répond concrètement aux décrets BACS et aux attentes. L'outil va vous permettre de montrer le travail que vous avez fait dans l'identification du bâtiment et sur ce que vous avez proposé. On va voir de chaque sujet, donc de où on part. Là, par exemple, on en sait aujourd'hui, on va en sait à venir. On ne vient pas changer les têtes thermostatiques. Par contre, on vient changer la régulation d'optimisation de relance. Donc, on va voir le critère C qui va passer en B. Donc, chaque critère est réidentifié sur un Word qui est modifiable. On va pouvoir extraire de l'outil en Word des données de consommation par rapport aux classes énergétiques. Donc, on voit ici qu'on a des données d'économie potentielle grâce à l'évolution du bâtiment. On va pouvoir extraire également des tableaux qui vont pouvoir être modifiables en fonction des données que vous allez rentrer. Donc, vous allez pouvoir dire la surface du bâtiment. Vous allez pouvoir mettre le coût de l'énergie actuelle. Et en fonction des actions que vous allez mettre en place, les économies que ça va représenter. Donc, en énergie, en CO2 et forcément en euros. Dans le but de voir le temps de retour sur investissement, on en a parlé tout à l'heure, le décret BAC, c'est aussi en lien au temps de retour sur investissement. Donc là, dans le cas qu'on va vous présenter, il est inférieur à 10 ans, donc le bâtiment est bien soumis au décret BAC. Et je laisse la main pour l'exemple. Merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, Sébastien a commencé à en parler. L'étude de cas qu'on vous présente aujourd'hui, sur lequel le travail sur OPC Tools a été réalisé, c'est l'école ENSAD qui est basée à Montpellier. C'est une école nationale d'art dramatique. C'est à moi de passer sur la slide suivante. Voilà, c'est un bâtiment qui fait 800 mètres carrés, qui était en cœur de ville de Montpellier. C'est un bâtiment du XVIIe siècle. Il était sur 3 niveaux. Donc voilà. Et donc, on avait une chaudière sous-sol qui était équipée d'une chaudière électrique. La majorité du bâtiment était chauffée par du plancher chauffant à 19 degrés. Néanmoins, dans les circulations, bien sûr, on avait des radiateurs, ainsi que dans les WC, les parties sanitaires. Et on avait une centrale de traitement d'air qui était avec un système de régulation qui était assuré en chauffe. Donc là, le scénario de référence était le suivant, c'est-à-dire qu'on avait aujourd'hui une école qui n'était pas télégérée et qui n'avait pas de planning de chauffage. En effet, il y avait des régulateurs dans cette école qui permettaient de réguler une température à 19 degrés. Néanmoins, on n'avait aucun planning qui était incrémenté sur ces régulateurs. Donc l'objectif, en effet, c'était de passer sur un système qui était télégéré avec un planning de chauffage, Et donc, en effet, la solution, la croix-sauterelle, a été proposée pour être installée et pour implémenter ces plannings de chauffage. Donc, le but était d'avoir un système de réseau faiblement sectorisé et non télégéré,
de passer sur quelque chose de finement sectorisé et de télégéré, ce qui nous permettait d'espérer des bénéfices. Donc le cahier des charges qui nous a été donné par la ville de Montpellier était le suivant, c'était justement de pouvoir mettre des plannings de chauffage, d'avoir à disposition la consommation en temps réel de l'installation, de pouvoir être prévenu de certaines dérives. Quand on a quelque chose fonctionne mal, on pouvait mettre des garde-fous et être alerté soit par SMS, soit par le système de supervision de la dérive, et de pouvoir répondre des Crévax. Chose qui était importante pour la mairie de Montpellier, c'était de pouvoir incrémenter des plannings à distance. C'est-à-dire qu'en effet, vous compreniez bien, une commune comme Montpellier, ils ont un grand nombre d'écoles et ils ne peuvent pas tous les ans au mois de septembre venir incrémenter chaque planning de l'année avec les vacances scolaires dans chaque école. Donc, ils le font via leur système de supervision en masse, sur tous les groupes scolaires en quelques minutes. Donc, l'objectif imposé par la mairie de Montpellier est équivalent. Donc voilà un petit peu ce qui a été la solution qui a été proposée. Donc en effet, vous voyez l'installation hydraulique en bas à gauche. L'automate les automates qui ont été proposés, puisqu'on a posé deux automates, Sofrel S4PH, deux automates qui étaient en chaufferie, un pour réguler la partie chaudière et un pour réguler la partie centrale de traitement d'air. Il y avait des modules d'extension, bien sûr, qui ont été rajoutés sur la partie sur l'automate, puisqu'avec ce genre d'automate, on peut gérer jusqu'à 2000 points, donc ils étaient largement suffisants pour gérer ces parties-là. Bien sûr, les trois compteurs étaient remontés et il y avait des relais de support, des cartes électroniques qui ont été rajoutées. Alors, la méthode qu'on a utilisée pour étudier ce projet, c'est la méthode empreinte projet de l'ADEME. Donc, c'est une méthode qui existe depuis 2021 et qui permet de quantifier les bénéfices environnementaux d'un projet. En effet, on va passer par des étapes que vous voyez en haut à droite qui permettent de déterminer l'impact environnemental qu'on va avoir. Alors, j'ai fait un petit croquis sur la gauche qui vous montre la méthodologie de réflexion. On part de la situation de référence qui est un bâtiment sans GTB. L'objectif d'avoir un système équipé d'un système de GTB et on analyse les conséquences, c'est-à-dire la consommation d'énergie, les gaz à effet de serre évités, mais aussi les déchets électroniques, les effets rebonds aussi éventuels, c'est-à-dire le changement de comportement des personnes face à ce système-là, l'impact sur le confort, et à la fin, ça nous permet d'avoir un bilan environnemental qui nous permet de savoir si il est bénéfique ou non. Donc, on a suivi toutes les étapes de ce projet pour aboutir sur ce camembert, donc qui est donné par le projet de l'ADEME. Je vous invite à aller voir sur Internet, notamment le processus de calcul. Alors là, je ne rentrerai pas dans le détail sur le calcul. Néanmoins, on a les résultats. Et toutefois, si vous souhaitez vérifier ces informations, cette étude est réalisée sur une étude qui est beaucoup plus longue, sur 20 pages, que vous pouvez télécharger sur notre site. Je ne manquerai pas de vous laisser l'adresse à la fin de cette présentation. Donc voilà, dans cette partie de camembert, on retrouve vraiment la production et distribution. Donc là, dans cette partie-là, on a mis l'automate et les accessoires électroniques. Qu'est-ce qu'ils vont coûter en CO2? Les déplacements des entreprises d'installation pour bien faire cette installation sur site. La consommation de cette solution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va consommer en électricité. Et ensuite, réduction des déplacements d'entretien et de maintenance. Et enfin, on calcule aussi la fin de vie du produit qui est donné pour 15 ans. C'est-à-dire que après, comment on va recycler, qu'est-ce que ça va coûter en CO2 pour recycler cette solution. Donc, on a quantifié toutes les économies d'énergie et les consommations d'énergie pour réaliser cette installation. C'est-à-dire, notamment, vous voyez, dans la production-distribution, qu'est-ce qu'a coûté l'installation de l'automate. Alors, il s'avère que la solution devait être remplacée. Donc, on l'a comparé par rapport à la solution qui était déjà en place. Le produit Sofrel
étant un automate fabriqué en France, on a une empreinte CO2 qui est très très faible, et ce qui nous a permis de gagner des points. L'installation, mais surtout où on a fait le maximum d'économies, c'est surtout sur l'utilisation, parce que la mise en place des plannings nous a permis de gagner énormément d'énergie. Donc le cumul de tout ça fait qu'en puissance kilowatts, ça nous a permis de gagner 284 mégawatts sur 15 ans et 18 mégakilos de CO2 sur 15 ans. Donc là, on voit un peu la même présentation dans le détail, c'est-à-dire sur chaque graphe, qu'est-ce qu'a coûté la consommation de l'énergie pour installer cette solution et quelles économies on a en rapport. Donc on voit que la partie grise est beaucoup plus petite que la partie verte sur les différents points, et donc le bénéfice était évident pour installer cette solution. Alors aussi bien en kilowatts que en CO2 que vous retrouvez sur ces deux graphes. Les gains financiers, donc là on retrouve un peu l'étude qui a été faite au niveau des gains. Donc on est parti sur une inflation de 5% par an au niveau de l'énergie, ce qui est relativement élevé. Et on a comparé les coûts d'investissement de la solution de référence par rapport à la solution Sofrel. Bien sûr, la solution de GTB était à un prix plus élevé. Néanmoins, le coût d'exploitation était nettement plus faible, ce qui nous a permis d'économiser sur 15 ans 138 000 €, qui ramené à l'année est de 9 248 €, ce qui a permis d'avoir une rentabilité sur 1 an et 3 mois. Donc voilà, vous avez une petite présentation à la fin de la rentabilité, 139 000 € sur 15 ans. À savoir que l'objectif qui nous était donné par la ville de Montpellier, c'était justement de pas forcément d'aller chercher une étiquette A ou B sur le décret BAX, mais de répondre au décret BAX et de répondre au décret tertiaire. Et on voit qu'on a fait 31% d'économie d'énergie, ce qui est absolument pas négligeable, et ce qui nous met un grand pas vers le décret tertiaire, puisqu'il ne reste plus que 9 mois à aller chercher pour atteindre les objectifs de 2040. Donc en répondant au décret BAX, on fait un grand pas vers le décret tertiaire. C'est pour ça que Frédéric nous en parlait tout à l'heure, que le décret BAX et le décret tertiaire sont intimement liés. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le décret BAX, c'est le bras armé du décret tertiaire. Sur la partie conclusion de cette présentation, on voit que les bénéfices environnementaux et financiers sont en partie grâce à la mise en place de ces plannings, qui nous permet justement de réduire la température et d'avoir un confort uniquement pendant l'occupation des locaux, mais ça permet aussi une gestion ciblée et rapide des anomalies, en effet, de pouvoir mettre des garde-fous sur la température, de pouvoir être réactif, d'être alerté par le système de supervision en cas de dérive, limiter aussi les déplacements de maintenance, parce qu'il y a plein de points qu'on va pouvoir gérer à distance, comme démarrer une pompe ou éteindre notre pompe en cas de dysfonctionnement, d'avoir un ROI, un retour sur investissement qui était plus que rentable, puisque là, une fois que cette étude a été présentée à la ville de Montpellier avec une rentabilité sur 1 an et 3 mois, je pense que là, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Et une empreinte qui sont posées, qui est faible, bien sûr, puisque nos produits sont fabriqués en France avec des composants qui sont en grande partie européens. Voilà, je vous ai fait un résumé rapide de cette opération avec quelques chiffres. Néanmoins, cette étude est disponible sur le site Lacroix Environnement, dont vous voyez l'adresse à la fin. N'hésitez pas à la télécharger, vous pourrez mieux comprendre ce qu'est l'étude empreinte projet de l'ADEME, comment on estime un projet. Vous verrez vraiment la méthode de calcul là-dessus. Et aussi, n'hésitez pas à le télécharger, puisque ça fera plaisir aussi à mon service marketing qui a fait des documents qui est vraiment pas mal et qui aime bien quand on peut le regarder. Voilà, je vous remercie. Merci, Geoffrey.
Donc, comme vous l'avez vu aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi d'accompagner tout le monde, maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, à comprendre ce que c'est que le décret BACS. Aujourd'hui, l'objectif du décret BACS, c'est l'efficacité énergétique et surtout la décarbonation des bâtiments. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, et de ce fait-là, le fait de mettre en place un système de gestion technique de bâtiments de façon simple, parce qu'on l'a vu, on peut utiliser des classes A et B pour obtenir le C2E, mais aussi via la classe C, on obtient des aides en plus, on a la possibilité de répondre au décret BACS. On a quelques questions sur lesquelles on est revenu vers vous directement sur le chat. Pour information, vous aurez nos coordonnées à la fin de la présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous par la suite pour qu'on puisse vous répondre par rapport à ça. Bien vous les afficher. On a quelques questions sur lesquelles on va revenir vers vous par la suite pour information. Je vais juste essayer d'échanger avec mes deux collègues, donc Sébastien et Geoffrey, parce qu'en plus de la participation, ils ont pu nous ramener un peu de matériel. On peut surtout vous présenter aussi physiquement ce que c'est que de mettre en place des systèmes de JTB intelligents, classés, ou d'aller un petit peu plus loin. Sébastien? Merci Frédéric. Du coup, on va avoir plusieurs produits qu'on a ramenés. Donc, on a ramené un appareil d'ambiance. Donc, si on veut faire de la classe A, il faut réguler les pièces. Et pour le coup, on a un produit qui est communicant ici en KNX qu'on va pouvoir intégrer dans des bâtiments pour les rendre donc classe A en gestion des programmes horaires en pièce par pièce. Donc là, on est sur un produit filaire. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs types de protocoles, et filaire ou sans fil. Donc là, on est sur du filaire. Il existe aussi des solutions en sans fil. Donc là, on a parlé tout à l'heure du LoRa pour, par exemple, équiper des radiateurs. Donc, c'est des solutions qu'on propose énormément avec des passerelles de communication qui vont récupérer les informations filaires ou sans fil pour les fédérer et les envoyer vers une GTB. Donc ensuite, on va avoir des détecteurs. Donc, on sait que pour être classe A, il faut avoir un détecteur de présence. Vous allez le revoir sur l'outil EPC Tools. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, le détecteur va permettre de capter une présence, mais aussi de réguler en fonction de la luminosité énergétique, la luminosité dans la pièce. Donc, on va avoir de la lumière qui va venir de la lumière naturelle. En fonction de la lumière, on va faire varier les éclairages et faire des économies d'énergie. Donc, ces détecteurs vont capter la présence et aussi réguler la luminosité. On va avoir des automates programmables. Donc là, on va avoir un automate qui communique en mode bus, donc qui s'adapte au protocole de communication des centrales de traitement d'air, des compteurs d'énergie, et les rend donc en BACnet IP sur la supervision. Les automates qui ne nécessitent pas forcément d'écran, on a un point Wi-Fi pour y accéder avec un téléphone. On va parler aussi de BACnet Secure Connect. Donc, on intègre de plus en plus de sécurité dans le bâtiment. Donc, les automates permettent d'intégrer une notion de cybersécurité. Si vous voulez plus d'infos sur les sujets, n'hésitez pas. On est surtout fabricant aussi d'hydraulique. Donc, on fait des vannes pour équilibrer les réseaux. Pour être en classe A, il faut équilibrer en dynamique. Vous allez le retrouver sur l'outil. Et donc là, on a des petites vannes qui vont permettre d'équilibrer les réseaux en dynamique sur des DN10 au DN125. Un petit peu pour la présentation. Après, on va rendre des services sur le cloud de plus en plus avec des liens, avec des API. Donc, toutes ces solutions sont bien sûr complètement ouvertes. Oui, d'enchaîner. Donc, juste moi, je suis venu avec un automate Sofreg, le S4TH. Alors, deux automates chez Sofreg, le S4TH, le B4TH, BACnet et Modbus. Ça, c'est le produit qui a été installé sur l'étude de cas qu'on vous a présenté de l'ENSAM. Particularité de cet automate, c'est qu'on a effectivement très sorti en tout ou rien ou analogique. On peut avoir des cartes d'extension, juste une petite carte d'extension dessus, de l'info qu'on peut regrouper dessus, et des cartes de communication qu'on peut avoir en façade. Grosse différence que vous avez sur ce produit, c'est que notamment vous avez un modem embarqué avec la possibilité de glisser une petite carte SIM. Il est neuf, ça s'ouvre difficilement. Je ne suis pas le bon ami de la GTB, mais possibilité donc du modem, enfin le modem qui est implémenté dessus, possibilité de glisser une petite carte SIM sur le côté, ou alors de venir directement avec une liaison IP. Voilà, très facile, un logiciel notamment qui s'appelle B4 Tools ou S4 Tools qui va permettre de paramétrer l'automate, un logiciel qui est complètement gratuit. Voilà. J'aurais une petite question pour nos collègues qui sont autour de la table sur la partie sécurité des données. Comment c'est traité au niveau de vos équipements? Oui, moi, je peux répondre. Donc, en effet, nous, notre produit est certifié par l'ANSSI.
sur la cybersécurité, même si lors d'ANSSI, qui est le gendarme français au niveau de la cybersécurité informatique. Donc ce produit-là est certifié par l'ANSSI, même si aujourd'hui on travaille sur NIS2, qui sera le gendarme européen. On est tous en train de passer cette certification-là. Et donc ce système-là marche par un système d'authentification, donc login, mot de passe, mais aussi un certificat. C'est-à-dire qu'il y a un certificat qui est mis dans cet automate et l'utilisateur qui veut se connecter dessus est obligé d'avoir le même certificat. Donc, on utilise aussi des certificats, c'est ce qu'on appelle le Backnet Secure Connect dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est des certificats, donc, que ce soit l'AGPB ou un automate qui va certifier l'utilisation et la communication d'un automate vers un autre. Après, la cybersécurité, ça concerne les automates, mais aussi tout ce qui est autour. Donc, c'est-à-dire mettre une clé, par exemple, sur l'armoire, des badges dans le bâtiment. Donc, ça concerne les produits d'automatisme, mais aussi vraiment l'utilisation du bâtiment et tout l'environnement. Et après, il y a aussi toute la partie KNX qui devient Secure Connect. Donc, les protocoles vont vers la cybersécurité. C'est une bonne question. Merci Sébastien, merci Geoffrey. Juste pour revenir sur la partie BAX, n'oubliez pas que répondre au décret BAX, c'est aussi répondre de façon simple. On demande aujourd'hui sur des missions, c'est du régulateur pièce par pièce ou de la thermostatique. La régulation de votre primaire, c'est faire de la loi d'eau. C'est faire la régulation de votre primaire par rapport à la température extérieure. S'assurer que votre éclairage, vous ayez une extinction par jour qui se fait de façon automatique, sinon c'est des interrupteurs. Donc vous avez la possibilité d'aller le plus loin possible et de faire l'efficacité au plus haut via les différents équipements que vous avez vus et via les certificats d'économie d'énergie que vous obtenir, ou sinon vous répondez directement à la FAQ de l'État avec les directions fonctions. Merci à vous. Je te laisse la parole. Voilà, simplement pour clôturer ce webinaire, merci à tous de l'avoir suivi en ligne. On espère que vous avez pu en profiter. On l'a enregistré. On essaiera de vous le partager ultérieurement. Merci à tous les experts qui ont participé à ce webinaire. Merci aux élèves aussi et à Unilassal de nous avoir accueillis dans cet amphithéâtre. Voilà, donc là, on va clôturer le webinaire. On va continuer après juste entre nous avec les étudiants. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine réunion technique. Au revoir.